me, let me say a few words to reiterate my warm regards and to say how happy I am to be here with you, to be the first president to visit your country in order to reinforce the relationship between our two countries, between Ghana and Europe, and that's why we will have a session with the Dutch Prime Minister, Mark Rutte, and I think that's very important to have, such a working session and a friendly session. And let me say how committed I am to reinforce the bilateral relations between our two countries in the direct line of our discussion yesterday in Abidjan and what I announced in Ouagadougou. Je suis très heureux, mesdames et messieurs, d'être présent ici au Ghana aujourd'hui pour cette première visite d'un président français dans un pays dirigé par un président francophone et qui défend la francophonie. Je le remercie, le président Akufo-Addo, et je vous remercie une fois encore, Président, pour votre accueil chaleureux. J'ai souhaité en effet terminer cette tournée en Afrique avec un passage de quelques heures, certes, mais un passage hautement important à Accra. Important parce que, comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'un président de la République française rend visite à ce pays ami. Et nous avons eu, il y a quelques instants, une cérémonie émouvante célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance et toute une histoire, qui est une histoire aussi partagée entre le Ghana et le continent européen. Cette visite est pour moi aussi importante parce qu'elle vise à renforcer la relation bilatérale entre nos deux pays et la relation aussi entre l'Union européenne et l'Afrique dans son ensemble. Nous avons une relation qui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est structurée sur le plan économique, avec beaucoup d'entreprises françaises présentes et des investissements réels. Une relation qui s'est améliorée sur le plan de la défense et de la sécurité, mais ce que nous souhaitons l'un et l'autre, c'est pouvoir la renforcer. D'abord avec des entreprises françaises, plusieurs PME, start-up m'accompagnent dans ce déplacement et sont là aujourd'hui, vous les verrez tout à l'heure. Et nous nous rendrons d'ailleurs dans aussi un incubateur d'entreprises et de start-up pour qu'il y ait justement une fertilisation croisée, comme on dit, de nos écosystèmes. Mais il est important à mes yeux qu'il puisse y avoir plus d'innovation croisée, parce que c'est aussi une manière d'embrasser l'Afrique dans sa globalité, sa pluralité linguistique. Et il est essentiel qu'il n'y ait pas des entreprises françaises qui se cantonnent et se développent uniquement dans un espace francophone et des sociétés au Ghana qui ne se déploient qu'avec des partenaires anglophones. Et je souhaite, c'est la vision contemporaine que j'ai de la francophonie, que nous l'installions dans ce plurilinguisme, y compris en matière entrepreneuriale. Et donc je souhaite que nos start-up, nos entreprises puissent continuer à développer ces relations, des développements croisés, puissent investir davantage de part et d'autre. Et à ce titre, je veux saluer l'engagement du président qui, quelques semaines après son élection, a permis que la ligne directe Paris-Accra soit ouverte, offrant de nombreuses possibilités et permettant à Air France, il y a donc simplement quelques mois, de devenir une réalité pour le Ghana. Il y a un nombre de grands contrats non négligeables qui ont été conclus ces dernières années, et je pense que nous pouvons faire encore beaucoup mieux. Aujourd'hui, l'Europe est derrière la Chine, sous votre contrôle, Monsieur le Président, ce qui n'est pas normal à mes yeux. Nous devrions être beaucoup plus présents, et donc c'est à nous d'être talentueux et de savoir développer aussi cette relation économique contemporaine repensée qui consiste à permettre aux PME, aux entrepreneurs ghanéens de trouver leur part de croissance, de création d'activités dans ces investissements. Ensuite, je souhaite que nous puissions renforcer les échanges humains entre nos deux pays. Je l'ai évoqué, je souhaite favoriser au maximum les partenariats universitaires et la mobilité étudiante. Et l'engagement très fort que vous avez pour la francophonie doit nous permettre d'aller plus loin. Je souhaite que nous puissions avoir des diplômes conjoints, ce qui aujourd'hui n'existe pas, et que nous puissions renforcer ce partenariat. Nous avions tout à l'heure des écoles françaises qui accueillent des jeunes Ghanéens aussi, qui leur permettent de rentrer dans le plurilinguisme. Je souhaite que nous puissions développer ceci de manière encore plus volontariste et développer aussi la promotion de la langue française à l'école. C'est pour moi une priorité et je sais que c'est aussi pour vous une priorité et je vous en remercie. Je veux à cet égard saluer l'ambition du président Akufo-Addo, positive pour l'intégration régionale du Ghana et donc pour son économie.
Et nous allons intensifier ce soutien pour multiplier les classes bilingues dans le système éducatif ghanéen. Et la France apportera évidemment son soutien en termes de financement, de formation des enseignants et de coopération linguistique. Nous avons eu aussi l'occasion d'échanger sur le renforcement en matière de sécurité et de défense. Et nous avons pu structurer des relations et eu des très bons échanges, en particulier en matière de coopération pour nos marines. Nous souhaitons là aussi poursuivre ce travail pour renforcer ces liens indispensables pour la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme, dont vous avez rappelé à l'instant l'importance. Nous avons enfin eu l'occasion d'échanger sur certaines situations régionales et je souhaite ici redire mon plein soutien au président pour ses efforts et son action dans le règlement de la crise politique au Togo. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais en quelques mots vous dire avant les questions, en remerciant à nouveau le président, cher Nana, pour son accueil. Des forces de police ou militaires françaises, par exemple, vont intervenir en Libye, vont aller démanteler les réseaux de passeurs sur place. Est-ce que ça veut dire ça concrètement et quels sont les moyens engagés précisément? Bon, merci. Très concrètement, nous avons aujourd'hui certains échanges bilatéraux avec des pays africains qui étaient présents autour de la table. Je pense au Niger et au Tchad. Nous avons des échanges sur le plan militaire comme sur le plan policier, pour contrôler justement avec eux les trafics et pour lutter contre ces derniers. Ce que nous avons souhaité faire hier, c'est de structurer cette relation et de permettre que les gouvernements présents puissent structurer dans le cadre d'une task force avec des personnes dédiées ces relations et ces échanges d'informations. De manière très concrète, il appartient essentiellement aux États africains et à leurs forces de sécurité d'opérer sur leur sol et de mener en particulier les opérations de police qui relèvent de leur souveraineté. Mais il est important que nous puissions intensifier la coopération en matière de renseignement et les coopérations techniques que nous pouvons leur apporter pour que ces opérations soient plus efficaces. Il est aussi apparu que la coordination entre les États africains n'était pas suffisante. Aussi, l'Union africaine a-t-elle proposé de coordonner davantage ce travail entre les pays, d'où l'idée d'une task force qui aura, comme vous l'avez compris, sur le terrain des présences policières et militaires africaines, mais une coopération en matière de technique et en matière d'intelligence européenne et tout particulièrement française. La France est présente sur le plan militaire, comme vous le savez, dans la région, à travers les forces dites Barkhane, et celles-ci pourront aussi contribuer en tant que de besoin à certaines opérations, dans la mesure où la lutte contre les trafics de personnes est intimement liée à la lutte contre le trafic de drogue, le trafic d'armes et les activités terroristes. Ce sont les mêmes acteurs, bien souvent, qui sont intriqués dans ces différentes activités. Le cœur de la mission de Barkhane reste la lutte contre les activités terroristes dans toute la bande sahélo-saharienne, et donc à ce titre, Barkhane aura des missions qui pourront permettre de coopérer à ce travail. Thank you very much, Mr. President. I'd like to, Pardonnez-moi. Aujourd'hui, sur le sol tchadien, nigérien et sur le sol malien, comme c'est d'ores et déjà le cas. Ce travail sera renforcé sur le plan militaire par les forces G5 et ensuite sur le sol libyen, il appartient aujourd'hui au gouvernement libyen d'en décider en lien avec l'Union africaine. Il n'a pas été prévu à ce stade d'envoi de forces militaires ou de police de la part de la France. Il est important de préserver la souveraineté de la Libye dans ce cadre. Comme je l'ai dit, la Libye a accepté hier de laisser l'accès à son territoire, en particulier à l'Office international des migrations, pour permettre aux réfugiés, aux migrants, aux déplacés qui sont présents sur le sol libyen, d'être réinstallés dans leur pays d'origine s'ils l'acceptent.
Mais hormis ce point-là, ce seront des discussions dans le cadre de l'Union africaine qui conduiront à savoir s'il est nécessaire d'avoir des opérations de police ou des opérations militaires ad hoc sur le sol libyen. Je considère aujourd'hui que c'est la responsabilité de la Libye. I'd like to add some additional comments to what the French president has said. Libya is today the source of all the destabilization that is taking place in the Sahelian region. The arms that are circulating in the Sahelian region are all coming from the armory that Colonel Gaddafi established in Libya before his downfall. So resolving the crisis in Libya is not just resolving it internally for the Libyan people. Not only does it therefore provide an opportunity to bring to an end these barbaric acts, these acts of savagery that are taking place against Africans on Libyan soil, but it also provides an opportunity finally to come to grips with the crisis in the Sahelian region. And therefore, the coordination that the African countries are now wanting to undertake, better to organize their response, both to the issues in the Sahel and to Libya, are extremely important for the stability of our region. Whether it is Boko Haram, the jihadists in Mali, those who are menacing the stability of Niger, of Chad, of Burkina Faso, there is a common link, which is the terrorist emanations from Libya. So it's extremely important that all of us, as effectively as possible, of course, if we have partners such as France, who have indicated their preparedness to be involved in that coordination, the better it is for us. But it is a matter of primordial concern for us in this region. If we don't come to grips with the situation in Libya, it's going to become difficult to come to grips with these, what I consider to me, ancillary, subsidiary matters that are taking place in the Sahelian region. That is how important the resolution of the crisis in Libya is. So the decisions that now have to be made at the continental level by the AU, whether it is in a position to mount the direct military intervention, how it sees the issues of security and stability in Libya, are some of the most important decisions the African Union is going to be taking in the weeks and months ahead of us. But it is vital for our own sake that these matters are fully addressed. Mr. President, my name is Elton Buba, work with the Joy News. I want to find out, what are you leaders dealing with the push factors, the factors that get people to the seas and the Sahara to cross to Europe in search of better lives? And to Your Excellency, Mr. Macron, you have said that you are looking forward to an Africa that is strong. But we know that France's support to Africa has over the years geared towards the Francophone region. In this new partnership, are you looking at a position where Africa is looked at as one continent, regardless of where their colonial masters came from? Thank you very much. Tu veux que je commence? Écoutez, il y a plusieurs éléments à votre question. La première, je l'ai dit, je souhaite que le cadre de notre relation soit profondément repensé. Et je l'ai dit en particulier dans mon discours à Ouagadougou, je l'ai redit hier lors de notre sommet Union africaine-Union européenne. Je souhaite en effet que, d'une part, la France inscrive son action très largement dans le cadre d'un partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et nous aurons à ce titre à travailler ensemble pour fonder un nouveau traité d'amitié entre l'Union européenne et l'Union africaine à horizon 2020, qui doit structurer la relation et structurer aussi l'équilibre des relations avec tous les pays. Ensuite, je souhaite avoir une approche de l'Afrique comme un continent, avec la pluralité, la diversité de 54 pays, mais pas considérer que ce sont des sous-régions qui ne se parlent pas, sur le plan linguistique ou sur le plan économique. Et à ce titre, toutes les initiatives prises
pour aider les passerelles, intégrer le continent, comme celle que prend sur le plan de la langue le président, me paraissent extrêmement importantes et la France les encouragera. Et c'est ce que je suis venu en particulier faire ici. Et puis je souhaite que nous ayons une relation repensée pour la jeunesse africaine sur le plan de la mobilité, cette mobilité partagée, choisie, équilibrée, sur le plan de l'innovation et de l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit lors du discours de Ouagadougou. Parce que nous avons aujourd'hui une relation qui est trop structurée par des routes de la nécessité, par en effet parfois des aides qui manquent et d'autres fois des chemins de la peur, comme l'est devenu le Sahel. Il y a aujourd'hui, vous l'avez dit au début de votre question, un phénomène, c'est cette jeunesse qui veut quitter l'Afrique, pensant qu'un Eldorado existe en Europe. Je pense que d'abord, il faut expliquer à la jeunesse africaine que beaucoup de ceux qui lui expliquent cela lui mentent. Et beaucoup de ces jeunes qui quittent leur pays, en particulier en Afrique de l'Ouest, sont la proie de menteurs et de trafiquants qui vont les exploiter, leur faire payer cher une route dangereuse à travers le Sahel, le Sahara, parfois en passant des mois ou des années en Libye, traversant avec de grands risques la Méditerranée, sans être sûr de trouver des perspectives en Europe. Parce que l'Europe peut accueillir la jeunesse africaine s'il y a une relation qui est organisée par les États, s'il y a une circulation qui est organisée, et l'Europe peut accueillir pour protéger celles et ceux qui viennent de pays où leur vie est en danger, des pays qui sont en guerre, où il y a de l'instabilité politique. Mais une large partie de la jeunesse africaine que nous trouvons aujourd'hui en Libye, et nous avons condamné ensemble hier à nouveau ces crimes odieux, elle ne fuit pas la crise politique, elle ne fuit pas une menace, elle suit en quelque sorte les sirènes mortifères de ces passeurs et de ces trafiquants. Et donc nous devons avoir une action en responsabilité partagée entre l'Europe et l'Afrique sur ce sujet. L'Europe doit avoir une politique de coopération économique, linguistique, universitaire qui permette à la jeunesse africaine d'avoir un avenir en Afrique. Et il faut qu'on arrête d'expliquer que l'Eldorado est l'Europe. Ça n'est pas vrai. Et ça n'est pas une perspective. C'est pour ça que je crois dans cette coopération et ce partenariat équilibré, parce que je veux qu'aujourd'hui, un jeune Sénégalais, un jeune Ivoirien, un jeune Ghanéen puisse se dire « je vais réussir formidablement dans mon pays. Je vais faire les meilleures études au monde, je pourrai avoir des doubles diplômes avec un pays français, néerlandais ou allemand. Je pourrai avoir un visa de circulation si j'ai besoin de fonctionner entre les deux continents et les deux pays. Je vais pouvoir développer mon entreprise, créer du business, travailler avec les entreprises dans un espace beaucoup plus ouvert. » Et donc nous devons avoir une politique, justement, en termes de développement, beaucoup plus ancrée sur l'innovation, le partenariat d'éducation et l'entrepreneuriat. Et évidemment la langue. Et de l'autre côté, nous devons aujourd'hui sécuriser le continent africain. Et le président l'a parfaitement rappelé, il y a aujourd'hui des missions fondamentales pour protéger la jeunesse africaine, c'est de lutter contre les terroristes et les trafiquants. Et le point qui a été fait me permet de redire toute la cohérence de l'action que mène la France en la matière. Permettre de sécuriser la zone sahélo-saharienne, c'est lutter contre le terrorisme qui y opère, la déstabilisation de plusieurs États dans le Mali, ce qui est bon pour la jeunesse de la région parce que cette déstabilisation mène à sa propre perte. C'est ensuite lutter contre les trafics de drogue et les trafics de personnes qui alimentent le terrorisme. Et ça, c'est toute la coopération que nous voulons renforcer dans le cadre du G5 Sahel. Et c'est la réunion que j'ai tenue cette nuit avec 4 dirigeants. Nous allons, dans les prochaines semaines, renforcer à la fois les moyens mis, mais aussi le concept opérationnel pour aller beaucoup plus vite et plus fort et démanteler ces réseaux. Et enfin, c'est la crise politique libyenne qu'il nous faut régler, le président l'a parfaitement dit, parce que la Libye est le réservoir d'armes. Et vous avez aujourd'hui la route du crime, qui est en même temps la route de tous les trafics, où la jeunesse venant d'Afrique de l'Ouest fait l'objet de ces trafics, suit la bande sahélo-saharienne pour aller jusqu'en Libye, où elle passe parfois des mois, voire des années, où elle subit une condition indigne et inacceptable, et où les trafiquants qui se sont rémunérés en apportant en même temps la drogue récupèrent des armes qu'ils ramènent sur les théâtres d'opération sahélo-sahariens. Et donc notre priorité absolue, au-delà du partenariat que j'évoquais, c'est de régler la crise dans le Sahara et le Sahel sur le plan du terrorisme, c'est de fixer la situation politique et migratoire en Libye, même s'il faut dire que ça prendra du temps, mais il faut remettre de la stabilité pour arrêter là-bas le trafic d'armes.
Et c'est de lancer derrière un travail que l'Union africaine devra conduire, qui est un travail d'éradication du trafic de drogue qui alimente aussi ces routes. Tous ces phénomènes sont liés, et c'est ce que nous devons aussi à la jeunesse africaine. I hope that the comments I'm about to make will not offend the questioner too much and some people around here. I think there is a fundamental misstatement of the issue in the question. We can no longer continue to make policy for ourselves, in our country, in our region, in our continent, on the basis of whatever support the Western world or France or the European Union can give us. It will not work. It has not worked, and it will not work. Our responsibility is to charter a path which is about how we can develop our nations ourselves. It is not right for a country like Ghana, 60 years after independence, to still have its health and education budgets being financed on the basis of the generosity and charity of European taxpayers. By now, we should be able to finance our basic needs ourselves. And if we are going to look at the next 60 years as a period of transition, a period whereby we can stand on our own feet, our perspective has not to be what the French taxpayer decides to do with whatever surpluses that they have in France. They're welcome. They're appreciated. Whatever interventions that the French taxpayer through their governments make to us are appreciated. We're not going to lick a gift horse in the mouth. But this continent, with all that has happened, is still today the repository of at least 30% of the most important minerals of the world. It's a continent of vast, arable, and fertile lands. It has the youngest population of any of the continents in the world. So it has the energy and the dynamism. We have seen it. These young men who are showing so much resilience and ingenuity in crossing the Sahara, finding ways to go across with rickety boats across the Mediterranean to really, those energies, we want to have those energies working inside our countries. And we're going to have those energies working in our countries if we begin to build systems that tell the young people of our country that their hopes, their opportunity are right here with us. Migration and the movement of people is being presented in a manner which suggests that somehow it's a new phenomenon. There's nothing new about it. It's as old as man, the movement of people. And it has always been linked to the same thing. The failure of where you are to provide you with an opportunity, so you move somewhere else. Those of you who are familiar with 19th century European history would know that the biggest wave of immigration in 19th century Europe, the latter part of it, came from Ireland and from Italy. Waves upon waves, generations of Italians and the Irish people left their countries to seek the American paradise, largely because Ireland was not working, Italy was not working. Today, you don't hear it. Italian young people are in Italy. Irish young people are in Ireland. We want young Africans to stay in Africa. And how are they? And it means that we have to get away from this mindset of dependence, this mindset about what can France do for us. France will do whatever it needs to do for its own sake. And when those coincide with ours, tant mieux, as the French people say. But our main responsibility as leaders, as citizens, is what we need to do to grow our own countries. What are the institutions that work, that would allow us to have good governance, to have accountable governance, to make sure that the monies that are placed at the disposal of leaders are used for the interests of the state and not for those of the leaders, to have systems that allow for accountability.
that allow for diversity, that allow for people to be able to express themselves and contribute to fashioning the public will and the public interest. Our concern should be with what do we need to do in this 21st century to move Africa away from being cap in hand and begging for aid, for charity, for handouts. The African continent, when you look at its resources, should be giving monies to other places. We have huge wealth on this continent, in our own country of Ghana. And we need to have a mindset that says, we can do it. Others have done it. We can also do it. And once we have that mindset, we will see it as a liberating factor for ourselves. We keep talking about how it was that Koreans, Malaysians, Singaporeans, who got their independence at the same time as us. We're told of that at the time of Ghanaian independence, per capita Ghanaian income was higher than that of Korea. Today, Korea is part of the first world. So is Malaysia. So is Singapore. What happened? Why did they make that transition? And 60 years after independence, we are where we are. Those are the matters that should concern all of us as Africans, as Ghanaians. And not, when I say so, with the greatest of respect to the French president. I think that the cooperation of France is something that I am, as you know, a strong friend of France. I am Francophile. So I don't have any difficulty with that. But I'm talking about our own propulsion, what we need to do to get our countries to work so that we can create the conditions that would allow our young people to forego this hazardous effort to get to Europe. They're not going there because they want to. They're going there because they don't believe they have any opportunities in our countries. So that should be our focus. And I believe that with that if we change that mindset of dependence, that mindset which is contingent on aid and charity, we would see that in the decades ahead of us, the full flowering of the African peoples would take place. And that new African personality that was talked about at the time of our independence will become real and imminent in our times. That's what I'm saying. I hope that I'm not upsetting the questioner or even some of my friends who are here. But these are my strongly held beliefs. And that is the reason why I've adopted as the slogan of my presidency, of my period of the Supreme Office of Ghana, that we want to build a Ghana beyond aid. A Ghana which is independent, which is self-sufficient, that is capable of standing on its own feet and building its own life. We can do it if we have the correct mindset to do so. Mr. President, those are my contributions. Si vous aviez besoin d'avoir la preuve qu'une nouvelle génération de leaders en Afrique croit dans une nouvelle histoire pour l'avenir et la jeunesse, vous venez de la voir. Pour ceux qui pensaient que ce n'était que les mots d'un président français parlant de l'Afrique. Il y a des leaders en Afrique qui veulent une nouvelle relation, qui veulent un avenir pour leur jeunesse dans leur pays, dans leur continent, qui le veulent parce que c'est ce qu'ils veulent écrire. Donc merci pour cela. So, no, we'll be here forever. We'll be here forever. He has a lot of ideas and a lot of very positive things to say. And as you can see, I have my own things to contribute as well. So, let's bring it to an end. We're going to, Mr. Macron left Abidjan after a hectic morning, has not had anything to eat. He at least has to have that side of Ghanaian hospitality. So we're going to be able to leave it for him to go and have some lunch. Thank you very much indeed. You signed this thing.